à nous intéresser à la géologie de notre région. Et aujourd'hui, nous allons faire une véritable balade géologique à travers les gorges du Taubenloch en compagnie d'Urs Eichenberger, géologue. D'abord, expliquez-nous comment est-ce que ces gorges se sont créées. Alors, l'acteur principal, c'est la Suze, la rivière sous nos pieds ici, qui agit sur ce massif calcaire dans deux manières. Tout d'abord, mécaniquement, dans son lit, avec les cailloux qui rabotent le fond, et en principe, dans ces calcaires, aussi de manière chimique, en dissolution. D'accord, alors on va faire quelques expériences tout à l'heure. On va explorer ces gorges du Taubenloch, mais tout d'abord, place à l'information du jour. Kitesurfers, stand-up paddle et petits bateaux sont de plus en plus nombreux sur le lac de Bienne, un défi pour la BSG. Le démantèlement de Mühleberg progresse depuis son arrêt fin 2019. Nous verrons quels sont les défis énergétiques régionaux aujourd'hui. Et après 3 ans de pause, le festival en vieille ville de Bienne a repris mardi soir avec un programme bien chargé et un public motivé. Les accidents peuvent arriver. Ça a malheureusement été le cas vendredi dernier. Une collision entre ce bateau de la SNLB, la Société de navigation du lac de Bienne, et un voilier a coûté la vie à un homme. Un accident qui touche tout l'équipage de la SLNB. En 22 ans de carrière, Adrian Lersch n'a jamais vécu un tel incident. Il a toutefois pu observer l'évolution de l'utilisation du lac. Les bateaux sont plus rapides. Le trafic a aussi changé. Pour moi, les kitesurfers et les voiliers vont plus vite. C'est devenu beaucoup plus agité et rapide. Segler, das ist viel hektischer und schneller geworden. Les règles sont claires. Sur le lac, les bateaux de la SLNB ont la priorité sur tous les autres usagers. Selon Adrian Lersch, ils ne s'imposent toutefois pas. Ich muss weit vorausschauen. Ich muss schauen, was die Personen. Je dois regarder au loin, je dois regarder ce que les gens font, leur comportement. Mais il y a évidemment des lois qu'on doit respecter. Les autres aussi doivent le faire. Et ça, c'est un peu le problème. Les autres ne connaissent pas toujours les lois et les règles de navigation. Donc nous, on doit un peu compenser pour garder le contrôle. Das mit unserer Sache irgendwie ein bisschen kompensieren, dass wir das irgendwie in den Griff bringen. Le capitaine ne doit pas seulement être attentif en naviguant. Das ist jetzt vielleicht nicht optimal. Ça, c'est peut-être pas optimal qu'ils apprennent à ramer juste devant le port. Die Ruder vor dem Hafeneinfahrt. Mais aussi lorsqu'il accoste et qu'il lève l'ancre. Des situations qui peuvent être délicates. Was bei uns noch ein bisschen Problem ist, wenn wir das Ufer. Ce qui est encore un problème chez nous, c'est quand on arrive dans des zones portuaires, par exemple au débarcadère. On est tout de suite envahi par des nageurs et des personnes qui font du stand-up paddle. Ce ne serait pas si grave s'ils savaient ce qu'il se passe derrière un bateau. Il y a une hélice et c'est une zone de danger. L'hélice fait des remous, ça aspire et ça fait des vagues. Beaucoup ne le savent pas. Bewegt und dass dort kann ein Sog entstehen oder auch eine Welle. Und das ist das Schwierige und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Même s'il doit être plus attentif qu'auparavant, le capitaine aime naviguer. Les maîtres mots pour toutes celles et ceux qui profitent ou travaillent sur le lac est le respect. Grâce à une entente mutuelle, les risques d'accident diminuent. La centrale nucléaire de Mühleberg ne produit plus d'électricité depuis 2020, mais des matières radioactives sont toujours présentes dans la centrale. Les barres de combustible radioactifs ne sont plus dans le réacteur, mais sous l'eau, dans un bassin de stockage. Et beaucoup d'entre elles sont déjà dans l'entrepôt intermédiaire, conformément au calendrier. Une fois que les éléments combustibles ont quitté le site, la radioactivité baisse de manière extrêmement importante. Alors elle baisse d'un facteur 1000, voire d'un facteur 10 000, donc elle baisse énormément. Ça veut dire que beaucoup de mesures de sécurité peuvent être abaissées. Et puis évidemment, il n'y a plus le risque hypothétique d'un problème avec les éléments combustibles nucléaires. À partir de là, la deuxième phase de démantèlement débutera et se fera plus facilement sans les éléments radioactifs. Chez Energieselland AG à Lys, l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg n'a pas directement été ressenti. 90% des ménages approvisionnés par le fournisseur d'électricité consomment de l'électricité d'origine hydraulique. Actuellement, il y a assez de courant même sans la centrale nucléaire de Mühleberg. Mais le directeur d'ESAG a quelques doutes sur un futur sans atomes.
Je n'ai pas l'impression que ça a une influence sur les prix. Ça a une grande influence sur la sécurité d'approvisionnement électrique en Suisse, en particulier en hiver, pendant une demi-année, où on a besoin d'énergie en continu 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre avec de l'énergie solaire produite principalement de jour en été. Energie Service Bien n'a pas été touché par l'arrêt de Mühleberg. On a décidé il y a plus ou moins 5 ans de ne fournir que de l'énergie renouvelable aux Biennois. Ça signifie que 50% provient de nos propres centrales, ici dans la région, comme les centrales fluviales de Hagneck ou du Taubenloch, et le reste on l'achète de la production hydroélectrique suisse. À Mühleberg, des spécialistes en vêtements de protection contre les radiations doivent maintenant sabler toutes sortes de pièces pour les débarrasser des résidus radioactifs. Et il y a encore beaucoup à démonter dans le bâtiment du réacteur. D'ici 2034, la centrale nucléaire sera entièrement démantelée. Au-delà de cette date, l'avenir de ce site n'est pas encore connu. La vieille ville de Bienne est en pleine effervescence. Le Podring qui a eu lieu la dernière fois en 2019 est de retour. Un événement très apprécié. Très contente, ouais. En plus ça commence avec un groupe là qui a l'air super, avec la bonne salsa ou de la rumba, c'est vraiment cool quoi. On est impatients, on vient d'arriver. C'est une belle ambiance, les gens sont tous de bonne humeur et le temps aussi est de la partie. Je suis très contente, je viens chaque année au Podring et je trouve cool qu'il aille de nouveaux lieux. Durant le festival Podring, le public aura l'occasion de voir une 50aine de groupes sur 6 scènes différentes. Divers stands sont également proposés pour manger et boire à sa guise. Pour l'organisateur, c'est un sentiment particulier de pouvoir à nouveau organiser cet événement. C'était la première fois que j'étais nerveux avant le Podring depuis longtemps. Et puis de l'autre côté, ça fait très plaisir de revoir tous ces gens, de revoir ce festival être monté, agrandir peu à peu, et puis de reconstruire cette semaine culturelle qu'on aime tellement. Pour cette nouvelle édition, une dizaine de groupes supplémentaires ont été programmés. Selon Jay Schutz, cela s'expliquerait d'une part par les nombreux concerts annulés les 2 dernières années et d'autre part du fait que les gens sont de plus en plus friands de culture. Tous les artistes ne se produisent pas forcément sur scène en extérieur. Certains sont un peu cachés, comme la chanteuse Réa qui se produit au Nebia Poche. Mais cela ne la dérange pas. C'est une musique qui a aussi besoin un peu de focus, qui n'est pas trop pour danser, qui n'est pas forcément entertainment ou quelque chose. Alors je crois que c'est un bon choix d'avoir une cave comme ça fait du plaisir. Le Podring Festival débute tous les après-midi à 14h30 et se termine ce samedi soir. Urs Eichenberger, nous nous promenons dans les gorges du Taubenloch pour savoir un petit peu comment ces gorges se sont formées. Alors elles sont faites de quoi ces gorges? C'est du calcaire. Et le calcaire, c'est essentiellement des cimetières de la vie. C'est-à-dire des petits coquillages accumulés au bord de la mer. On séquence ici en strates, on les voit. Et ça signifie que la production, chaque fois que vous avez une césure entre les couches là, a stoppé. Ça peut être une crise, ça peut être, que sais-je, une catastrophe climatique, mais c'était une interruption. Et c'est essentiel pour former notre Jura, parce que si c'était une masse homogène, on ne pourrait pas joliment plier notre massif comme il est. Alors si vous avez des feuilles, 1000 feuilles, vous pouvez glisser une couche après l'autre et vous pouvez faire des charnières abruptes comme on voit ici. Ça monte et paf, c'est horizontal. Comme c'est plié proche de la surface, tout est cimenté et dur depuis des millions d'années et ça fait que dans les charnières où c'est plié, il y a aussi directement de la casse et ces rochers sont ici empêchés de tomber sur nous en notre balade par ce filet. Voilà, il y a des filets de protection, on peut se promener dans les gorges du Taubenloch sans prendre de risques. Mais comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr que c'est du calcaire?
Alors la particularité chimique du calcaire, c'est qu'il y a caché dedans du CO2, lié dans le cristal, et on peut le faire sortir en y prenant un échantillon et mettant de l'acide dessus. Donc on va prendre ici un échantillon de ce calcaire qui est très clair et on va y couler de l'acide. Alors là, vous avez de l'acide chlorhydrique qui a attaqué le calcaire, comme ça on voit que c'est du calcaire, mais en fait il se passe exactement la même chose avec l'eau quand elle est minéralisée. Alors tout d'abord avec l'eau de pluie, avec le CO2 de l'air, elle est agressive, comparable à l'acide chlorhydrique. Et elle va faire ça et creuser maintenant la surface où elle est en contact avec la roche. Elle va élargir les fissures, elle va créer des grottes, elle va couler et elle va s'enrichir en calcaire. C'est-à-dire l'eau va être fortement minéralisée et dès qu'elle ressort de la chaîne de montagne, elle va faire des tapis de tuf. Qu'on voit comme précipitation. Aussi, dans les grottes, elle fait déjà les stalactites et les stalagmites. D'accord, donc elle prend la matière quelque part et elle la redépose plus loin pour faire de très belles choses parfois. Exactement. Merci. On continue notre balade? Avec plaisir. Alors ici on entend le bruit de l'eau qui gronde sous ce pont et on se rend bien compte qu'il y a aussi un effet tout à fait mécanique de l'érosion par l'eau. Alors comment ça fonctionne exactement ce côté mécanique? Alors ici on peut voir comme la Suze gratte sur le rocher lui-même qui était un peu caché par plus haut, par les sables et les graviers, et c'est ces sables et les graviers qui sont utilisés par l'eau et qui peuvent ici raboter vraiment la roche et l'arrondir. Donc ce n'est pas l'eau directement, il faut qu'il y ait des cailloux ou du sable pour que ça... Non, l'eau sans rien dedans peut juste agir comme on a vu chimiquement. Mais ici on voit qu'elle utilise ou qu'elle coule donc sur la roche et ce petit coupe là-dedans est certainement accentué par les sables qui sont passés dans l'eau à la base. Et alors pourquoi est-ce que ces gorges du Taubenloch se sont formées précisément ici? Est-ce que c'est un hasard ou comment se fait-il que la rivière se soit frayée un passage ici? Alors, je ne suis pas si sûr si c'est juste ce que je vais dire, mais tout d'abord, il faut se rendre compte que cette décision se fait il y a longtemps. Alors, ça peut légèrement être il y a quelques millions d'années déjà, pour un réseau qui se trouve à 1 kilomètre dans le ciel aujourd'hui, disparu. Mais ce qu'on voit là, sous nos pieds, c'est qu'il y a des faiblesses dans ce bourrelet qui est l'anticlinal vers les lacs. Il y a des zones de faiblesse motivées par des fissures nord-sud, un peu comme le fossé du Rhin, qui sont ici visibles et qui ont fait que l'eau a pu attaquer là-dedans. Je pense que ça pourrait expliquer. Mécaniquement, il y a des petits détails là-bas, comme à droite, rive droite, on voit ces entonnoirs ou trous cylindriques dans les bancs massifs. Ça, c'est des petits moulins qui ont été enfoncés par un bout de rocher qui a tourné dans le tourbillon de l'eau au même endroit pendant un long temps. Et cette érosion mécanique, on peut dire qu'elle continue maintenant? Est-ce que la Suze continue de creuser le rocher? Ah oui, ici on a déjà la preuve avec 2 grands blocs qui sont dans le lit, mais c'est clair que autant qu'il y a un gradient, il y a une zone haute, vallon de Saint-Imier, et une zone basse, vallée de l'Ar, l'eau va couler et va chercher à équilibrer ce dénivellement. Et ça va continuer à creuser. Très bien. Ouais. Eh ben nous, on va continuer notre balade et puis voir s'il y a encore d'autres choses à regarder dans ces gorges du Taubenloch.
Alors ici, on est devant une autre curiosité de ces gorges du Taubenloch. C'est une grotte, il y en a pas mal dans ces gorges. Alors, comment est-ce que cette grotte a été créée? C'est justement le résultat de ce qu'on a discuté avant avec la dissolution chimique qui attaque tout d'abord là où l'eau peut s'infiltrer dans le massif calcaire. C'est à l'abri de nos yeux, mais ici il y a une fissure qui amène l'eau et on peut deviner que le long de cette fissure plus loin, l'eau a trouvé cette strate qui est dissoute un peu plus facilement et ça donne cette grande ouverture et la petite galerie derrière. Donc ça c'est chimiquement et ça signifie qu'à la surface, on n'a pas de rivière, ça disparaît. Et éventuellement, dans une gorge coupée profonde, on touche au niveau de base où les grandes sources sortent du massif. Alors, Urs Eichenberger, merci beaucoup pour toutes ces explications, pour la belle balade dans les gorges du Taubenloch. Demain, nous allons nous intéresser justement à cette eau qui ruisselle à travers les roches calcaires, puisque nous serons un peu en amont de la Suze, à la source Merlin, et nous allons savoir d'où vient cette eau, où elle va et s'il y en a encore assez ou si nous approchons la sécheresse. À demain.